Voilà, ça fait vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais c'est vrai que j'ai peut-être attendu un petit peu beaucoup. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment j'ai réussi à passer un compte Instagram avec 0 francs. Donc ça a absolument rien coûté, ça coûtait juste du temps. Mais comment j'ai réussi à passer un compte Instagram de 0 à plus de 210 000 abonnés en approximativement 9 mois. C'est une histoire assez complète. Je vous montrerai aussi des screens, hein, évidemment, parce que des fois les gens mettent en doute ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que ce truc-là, pour comprendre un petit peu comment ça s'est passé, c'est parti d'un pari. On s'est fait un challenge avec un ami, Anthony, avec qui on a une autre chaîne YouTube que celle-là. Et puis on s'est dit, tiens, on n'y connaît rien, Instagram. C'est vrai que moi, j'ai un compte Instagram depuis longtemps, depuis un peu le début, mais je poste un truc toutes les 3 semaines. Vraiment, enfin, il n'y a rien de sérieux, c'est juste comme ça pour... au début, c'était pour étudier un tout petit peu, mais ça m'a jamais vraiment botté, et puis j'ai laissé tomber. On était en train de construire d'autres trucs sur Internet, sur YouTube, et puis on s'est lancé un petit pari, un petit challenge comme ça, on s'est dit... chacun a choisi une thématique et puis on essaye de se challenger comme ça, de se faire un petit combat pour voir quel est celui des deux qui parvient le plus vite à avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, etc. Après, c'est vrai qu'on était dans un délire. Genre le premier qui se fait 100 abonnés avec un nouveau compte complètement nouveau. Chacun choisit donc une thématique, une niche spécifique, parce qu'évidemment les comptes qui tapent généralement assez vite, c'est souvent niché comme ça. Donc lui avait choisi un compte de défi justement. C'était justement, il repostait en fait des vidéos qui étaient relativement virales ou nouvelles, qui avaient un potentiel d'être virales. C'était vraiment un compte d'agrégation où il repostait. Et moi, j'avais choisi... Donc l'idée, déjà, peut-être premier conseil que je peux peut-être donner pour ça, c'est finalement de choisir un truc qui est émotionnel. Donc évidemment, il y a des grosses chaînes Instagram typiquement qui parlent d'exploits sportifs réalisés par des surhommes, etc. Ça c'est clair que ça marche toujours très bien parce que ça part vite viral sur Internet. Et puis moi, j'ai choisi un sujet qui me tenait un peu à cœur, donc c'était dans la robotique et l'intelligence artificielle. J'ai voulu vraiment faire un compte Instagram spécialement réalisé pour ça. Le concept, c'était justement si je trouve une vidéo qui est vraiment qui est un peu traumatisante sur l'IA ou sur la robotique, justement dans les progrès de la robotique, typiquement les robots marcheurs. On a tous en tête Boston Dynamics qui réalise des robots qui font vraiment très peur. Ils sont relativement destinés aux civils, je pense, à aider les civils, mais c'est vrai qu'après on n'arrive pas à s'empêcher de se projeter. Qu'est-ce que ça ferait quand un truc pareil nous court après dans la rue, justement armé jusqu'aux dents, parce qu'on a oublié de payer ses impôts. Donc là, justement, je me suis dit, mais tiens, ça c'est un truc super cool. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est prendre des vidéos qui sont un peu longues, ennuyeuses, et comme on n'a que 1 minute sur Instagram, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il me faut, parce que je vais les remonter un peu fast cut comme ça, hyper intéressant, hyper dynamique, et puis trouver une musique qui tape, qui est vraiment magnifique, et qui va vraiment inspirer, renforcer le sentiment, la sensation émotionnelle. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu mon travail là-dessus. Donc je me suis dit, j'ai déjà commencé avec une vidéo par exemple tous les 2-3 jours, et puis je vais regarder un petit peu la rythmique, analyser les statistiques. Au début je savais même pas qu'on n'avait pas accès aux statistiques si on n'avait pas une page pro. Enfin, c'est tous des petits détails qu'on va évoquer tout au long de la vidéo, mais je me disais, on va déjà y aller un peu comme ça à la route, et puis voir déjà si je peux battre l'autre minet avec son compte de défi, si justement avec ma thématique à moi, si ça marche mieux. Au pire, j'aurais choisi une autre thématique. Je tenais à dire avant de continuer un peu plus loin, c'est que ce compte n'existe plus. Je me suis fait éjecter d'Instagram, donc essayez pas de le retrouver. Justement, je vais vous montrer, j'ai toutes les screen captures qu'il faut pour pouvoir démontrer que c'est vrai, que ça s'est vraiment produit. Parce que régulièrement, j'avais un peu peur justement de me faire fratser comme ça par Instagram, par la plateforme. Comme c'était allé très vite, puis que j'avais vraiment beaucoup d'abonnés très vite, je me suis dit, mais ouais, il faut que je prenne des screen captures. Au pire, un jour, je pourrais au moins faire une bonne vidéo là-dessus. C'est vrai que le principe de ce compte, c'était un petit peu comme Anthony, mais sauf que, à la différence, je faisais pas du repost. Il y avait toute la partie editing qui était quand même une vraie plus-value, donc il y avait un vrai travail qui était fait dessus, une vraie recherche de vidéos. Donc je passais des heures par jour à chercher des vidéos. Après, une fois que j'avais trouvé
je prenais plusieurs vidéos, je les remontais complètement. Et puis des fois ça me prenait une bonne heure pour trouver la musique qui allait bien avec. Et puis voilà, exporter, trouver les textes, les hashtags, parce qu'il y a toute une science du hashtag là derrière pour que ça marche bien. Et puis répondre un petit peu aux premiers commentaires. Voilà, donc ça c'était un peu la stratégie de base. Donc pour dire que c'est pas une opération qui a pas coûté grand chose, elle a coûté rien en termes de finances, mais elle a coûté énormément en heures de travail, puisque j'ai à peu près évalué le travail sur ce projet à plus de 2600 heures, donc c'est violent, 2600 heures, surtout quand ça part comme ça à la poubelle et qu'il reste plus rien. Donc le compte doit exister quelque part dans les entrailles d'Instagram. Je commence mon action. Je trouve les premières vidéos. Il faut savoir que cette histoire se situe à peu près courant de l'été 2018 jusqu'à un petit peu moins que l'été 2019. Donc je vous ai dit au début 9 mois. C'est le temps finalement que j'ai mis pour atteindre de 0, donc 0,0 abonnés. Mon premier abonné, mon deuxième abonné, etc. Ça a pris quelques heures, quelques jours pour les premiers abonnés. Et puis après c'est monté en fanfare jusqu'à plus de 210 000 abonnés en 9 mois. Et c'est vrai qu'au début, pour atteindre les 1000 premiers, c'était assez long, bien que les contenus étaient assez vite virales, parce que c'est ça qui est intéressant avec la plateforme, c'est que même si on a peu d'abonnés, si on a un bon engagement, je me rappelle au début c'était violent, j'avais quelque chose comme une vingtaine de % d'engagement, donc on pouvait voir ça sur Social Blade. Je regardais beaucoup les statistiques, ça aide énormément en fait de s'appuyer sur les statistiques pour progresser. Et d'ailleurs c'est la chose que je conseille à tous les comptes qui veulent vraiment progresser, passez votre page en page pro, et puis vous aurez accès aux statistiques, vous aurez les meilleures heures pour publier, et c'est vrai que ça fait partie justement du jeu pour arriver à grandir très vite. Et puis un jour, le rêve, le Saint Graal, atteindre des publications dans les explore page des hashtags, de chaque hashtag. Là c'est le Saint Graal, évidemment l'explore page général, mais bon ça, moi personnellement je l'ai jamais atteint. Ou alors je m'en suis pas rendu compte, je l'ai pas forcément vu, mais par contre les explore page de hashtags énormes comme robot par exemple, ou robotique, mais disons robot, ou robot S, ma plus grosse performance c'est 4 ou 5 sur 9, donc il y a 9 trucs qui sont hyper mis en avant, en tout cas à l'époque. J'avais 5 publications, c'est mon record, dans l'explore page du hashtag. Donc ça c'était une belle performance, je ne l'ai pas eu très souvent, j'ai eu souvent des explore pages avec une ou deux publications dans l'explore page d'un hashtag, d'un gros hashtag, de plusieurs hashtags aussi, donc intelligence artificielle, artificial intelligence, robot, robotique, robotics, enfin tous ces trucs là. Et certaines elles sont restées pendant au moins une semaine. Donc là c'est clair que ça tapait plusieurs millions de vues. Je vous montrerai aussi les screenshots des vues, des publications, des reach. Il y a des plus de 3 millions, effectivement il y a beaucoup de millions de vues. Et puis ça a beaucoup aidé. Mon record aussi ça a été un jour par rapport au nombre d'abonnés, j'ai ramassé 9500 abonnés en une seule journée. Punaise, non mais c'est malade comme il faisait froid, donc je suis désolé, j'ai dû rentrer. J'espère que l'acoustique sera pas trop mauvaise ici. Je parlais de quelques performances, maintenant je vais vous dire aussi quelques stratégies. Je vais pas forcément les prendre dans l'ordre qu'elles me sont venues, mais elles sont toutes utiles et je pense qu'elles fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Donc la première, c'est quand on a une page pro et qu'on a accès aux statistiques sur les heures de publication. Ça c'est pas une légende, ça marche vraiment. Alors moi j'ai remarqué par exemple par rapport à mon audience, j'en avais dans le monde entier parce que il n'y avait pas de, c'était de l'anglais, donc il n'y avait pas de paroles par-dessus, c'était souvent des paroles qui étaient prises justement dans les vidéos. À ce moment-là, effectivement, mon contenu était worldwide, donc j'avais des gens sur tous les continents qui étaient des followers. Et puis j'avais à peu près comme moyenne d'heures qui fonctionne très bien pour faire la publication, c'était, si je me souviens bien, ça commençait à être fort à partir de 14 heures. 14 heures, heure locale ici en Europe. Peut-être l'idée c'est d'utiliser en fait le moment de l'apogée des visites des abonnés ou du public, donc des gens qui réagissaient au hashtag, qui cliquaient sur les publications. L'idée c'était d'utiliser ça comme une rampe de lancement, comme un tremplin. Donc ça c'était dans les premières idées que j'ai eues, très vite qui ont bien marché, c'était effectivement je regardais un peu l'horaire, l'apogée et je publiais quelques heures avant. Pas quelques minutes et pas 5 heures avant, mais quelques heures avant, je regardais un petit peu la rampe de progression et je me mettais vraiment un peu au début de la rampe de progression parce que Instagram mettait assez vite en avant. Je voulais vraiment profiter de tout le monde, vraiment profiter de la totalité de la rampe, plutôt que si par exemple on met sa publication au moment de la grande affluence. À ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que on va aller sur la pente descendante de la courbe et puis si la publication elle s'est pas tout de suite fait remarquer, en fait on va carrément louper l'ascenseur. Donc j'ai remarqué
remarqué que mes meilleurs résultats, donc je me rappelle plus combien j'ai fait de posts au total, mais ça doit être dans les 300 et des poussières. Donc à peu près une publication par jour. Après, c'est le rythme que j'ai adopté. Donc, une publication par jour sur à peu près 9, peut-être un tout petit peu plus que 9 mois. J'étais largement à 300 publications. J'ai remarqué que ça a été vraiment formidable, ça marchait vraiment bien, quoi. Je répondais à pratiquement tous les commentaires. Au bout d'un moment, ça devenait quasi impossible parce que j'avais des centaines de commentaires. Je crois que mon plus grand nombre de commentaires, ça a dû être dans les 800, si je dis pas de bêtises, hein. Ça fait un moment, hein. Donc beaucoup de mois en arrière et tout ça. Donc j'essaie vraiment, j'ai pas scripté cette vidéo, je l'ai pas préparée, je la fais vraiment spontanément comme ça pour vous dire un peu ce qui me vient comme idée. Je partageais pas les posts, donc après j'allais pas les mettre quelque part sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, etc. pour les propulser. Je trouvais que travailler sur la stratégie des hashtags, c'était vraiment le meilleur moyen. Alors on va parler des hashtags maintenant. Alors un truc qui marchait vraiment bien, c'est que, alors au tout début, j'ai toujours utilisé les mêmes hashtags, même si les gens disent que c'est pas bien, peut-être que l'algorithme s'est renforcé maintenant, mais au début, j'utilisais toujours les mêmes hashtags. Je pense que c'est une erreur, je les mettais fort heureusement dans les commentaires, dans le premier commentaire, déjà pour pas polluer en fait la publication, mais surtout, après, j'avais le choix de pouvoir les enlever facile, j'allais simplement supprimer le commentaire, plutôt que d'aller éditer la définition, la description, et puis de devoir enlever les commentaires, j'allais simplement supprimer le commentaire, parce qu'à un moment donné, j'ai remarqué que je m'étais fait flaguer. Et puis ça m'a coûté quand même à peu près 3 semaines de pénalité où la plupart de mes publications, elles faisaient plus beaucoup de vues, etc. Donc après, je m'étais vraiment calmé sur les hashtags et j'ai commencé une autre stratégie qui était pas mal. Et celle-là, je l'ai gardée jusqu'au bout. J'ai sélectionné les 5 meilleurs hashtags où je voulais performer. Donc il y avait robots, artificial intelligence, tech et technologie, quelque chose comme ça. Donc vous choisissez les 5 meilleurs hashtags qui sont les plus puissants où vous voulez absolument un jour rêver d'atteindre une explore page. À ce moment-là, vous allez faire des listes de hashtags. Moi, j'en avais un peu plus qu'une dizaine de listes. Alors vous allez faire des listes. Moi, j'en avais à peu près un peu plus qu'une dizaine de listes. J'avais je crois 12 ou 13, 14 listes comme ça, où en fait le début de la liste c'est les 5 meilleurs hashtags que vous avez sélectionnés et les autres c'est des hashtags qui ressemblent, qui sont familiers. On peut les trouver par exemple sur le site qui s'appelle Seekmetrics. Il va aider justement, enfin moi c'était un outil que j'utilisais beaucoup mais j'en avais plein d'autres. Ça c'est un travail qui se fait vraiment au début, ça prend du temps. Faut bien les sélectionner, faut bien les regarder le hashtag, qu'est-ce qu'il comporte comme publication, parce que ça va être des publications pour lesquelles vous êtes en concurrence. Donc moi j'ai choisi des hashtags qui avaient beaucoup de vues, évidemment robots c'était, je me rappelle plus combien de millions de vues, mais après il y a aussi des petits hashtags de 20 000 publications, des hashtags de 2000 publications, etc. Plus vous êtes au début de l'aventure, plus vous allez choisir des hashtags qui sont pas trop puissants pour vous mesurer, qui ont quand même des audiences, qui vont vous permettre de vite monter. Parce que si vous commencez avec des hashtags genre technologie et tout ça, vous n'avez pas la moindre chance d'atteindre rapidement une explore page ou comme ça. Sauf un miracle, hein. Tout d'un coup on a une publication virale et on ne sait pas pourquoi, ça nous échappe complètement. Le truc c'est que ces hashtags ils vont évoluer avec votre compte, ils vont se développer. Et ils vont changer. Au début, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment visé large parce que je connaissais pas tellement ça. Donc je me suis dit tiens c'est logique d'après ce que je comprends du système et des algos. Je vais prendre mes 5 meilleurs et puis ensuite je vais prendre des hashtags qui sont accessibles. Et j'en mettais jusqu'à 28 et j'avais des variations dans les listes. Donc c'était pas toujours les mêmes, ils étaient en plus pas forcément dans le même ordre. Je sais toujours pas si ça a une importance, hein, l'ordre des hashtags. Par contre, ils étaient différents, à 50% différents, voire un petit peu plus, je crois 60% différence. Donc on retrouvait certains hashtags, par exemple toutes les 3 listes, mais il y avait quand même beaucoup de variations. Donc en tout, par exemple, si chaque publication faisait 28 hashtags, sur l'ensemble des listes, il devait y avoir quelque chose comme plus de 200 hashtags différents répartis dans les 12 listes, avec ces fameux 5 hashtags qui sont communs à toutes les listes, qui se trouvent au tout début. Ça, c'était mes hashtags de niche. Je voulais absolument un jour rayonner là-dedans et c'est ce que j'ai réussi à faire au bout d'un moment, avec de la persévérance, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était ma truc des hashtags. Je m'étais fait un document texte. J'avais mis justement ces listes de hashtags et simplement à chaque publication, je passais, je les avais numérotés, donc liste de hashtags 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Et puis, je les prenais les uns après les autres.
aussi bête que ça. Donc en fait, je devais trouver une économie d'échelle pour le temps de travail parce que ça me prenait vraiment trop d'heures. Je crois que je dépensais plus de 4 ou 5 heures par jour. Donc j'ai dû vite trouver une économie d'échelle pour pouvoir justement pas me retrouver à chaque fois à faire des recherches de hashtags, ouvrir les sites de metrics pour justement trouver les meilleures tendances, etc. J'ai fait ce travail-là à peu près après 2-3 mois du début. Et du coup, ça m'avait valu une pénalité parce qu'au début, je copiais tout le temps les mêmes. Voilà. Donc, faites pas ça, copiez pas les mêmes hashtags, mais faites un gros travail. Et je pense que c'est vraiment la base du développement de la réussite sur Instagram. Ensuite, donc, il y avait cette histoire de trouver la bonne niche émotionnelle. Évidemment, moi, c'était explosif. Hein. Je sortais un robot qui pouvait tout à fait être reconfiguré en robot assassin en 2 secondes. Automatiquement, les gens voyaient ça. Ça déclenchait l'émotion la plus puissante qui existe chez l'être humain, qui est la peur, hein, finalement, la plus facile à déclencher, on la déclenche très facilement. Et puis, avec ce compte Instagram, j'étais devenu un expert du déclenchement de la peur, du terrorisme social. Hein. Les gens avaient vraiment très peur de ces publications. Ils se disaient, mais bon sang, à chaque fois que je publie un truc sur le remplacement du travail, tout de suite on touchait au fondement de l'humanité d'aujourd'hui. Donc, je vais être remplacé par une machine, combien il me reste de temps, on n'aura plus de quoi manger, on n'aura plus de revenus, ça va être l'horreur, etc. Donc ça, c'était vraiment trop beau. Ces publications-là, elles partaient comme des fusées. Je voulais préciser aussi que je savais à peu près, on avait développé une espèce de 6e sens. À partir, déjà, je savais une publication qui allait marcher avec l'entraînement. À partir de 50 publications, je me rappelle, je savais exactement quelle publication allait tout péter. C'était un sens qu'on avait développé. Du coup, on essayait d'en faire toujours plus des comme ça. Et ça, c'était vachement efficace. Donc après, on regardait un peu les stats. Donc ça, c'est un truc stratégique aussi que je vous encourage à faire. Ça paraît hyper logique, mais il y en a plein qui ne le font pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est hyper logique. Vous allez dans les statistiques de Instagram, quand vous avez une page pro, vous organisez vos publications sur une année. Enfin, au début, vous aurez un petit historique, disons sur 1 mois ou 2 mois, comme ça, pour ceux qui ont déjà des comptes Instagram. Et puis, vous regardez le nombre de reach, le nombre de personnes que ça a touché, le nombre de comptes que ça a touché, la publication. Et vous allez donc les avoir classés par la meilleure. Et dans ces 9-là, vous refaites des publications qui sont de ce style-là. Et là, de toute façon, je vous garantis que ça va marcher. C'est logique, vous allez en fait simplement aider l'algorithme à toucher des gens pour des choses, avec des choses et des contenus qui fonctionnent déjà, qui sont déjà certifiés, qui vont fonctionner. Et plus vous allez cumuler des publications qui ont déjà fonctionné et qui refonctionneront encore, plus vous allez le faire de manière consécutive et plus vous allez atteindre les gens dans le cœur et ça va fonctionner, vous allez avoir plein d'abonnés, etc. Instagram adore les vidéos, en tout cas au moment où moi j'ai lancé le compte et je pense que j'ai beaucoup bénéficié de ça. Instagram voulait de la vidéo absolument coûte que coûte, donc Facebook avait communiqué, donc Facebook, Instagram, hein, copains. Facebook avait communiqué que 2019 serait l'année de la vidéo sur le réseau social Facebook. Évidemment, il fallait comprendre aussi Instagram. Et donc tous les mecs qui savaient faire de la vidéo, qui pouvaient poster des trucs intéressants, qui pouvaient aller viral directement à partir de ce moment-là, ont été promus. Et je pense que j'ai été beaucoup aidé par les algos parce que je fournissais exactement ce qu'ils avaient besoin d'utiliser pour acquérir du temps, finalement du temps cerveau, des gens qui venaient visiter la plateforme. Donc je lui fournissais exactement sa cam et je pense qu'il a beaucoup apprécié ça. Ce qui fait que ça a beaucoup aidé le compte à grandir. La vidéo, c'est primordial sur Instagram si on veut réussir. Moi, je faisais que ça pour dire. Hein. Donc, c'était une page de publication de vidéos traumatisantes sur la robotique, sur le remplacement de l'homme, sur les nouvelles technologies, etc. Donc, il y avait l'émotion, il y avait la peur. C'était des vidéos, elles faisaient 1 minute. Il y avait des musiques magnifiques à chaque fois. Et si possible libre de droit, mais je vais vous dire que c'est ça justement qui m'a posé un problème par la suite, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc un truc important aussi, je mettais une signature à la fin de la vidéo. Alors à la fin de chaque vidéo, j'avais la même signature. Au début, c'était une signature avec une image statique qui disait abonne-toi à la page Super Incredible Bot. Donc c'était le nom du compte de la page Super Incredible Bot. Et par la suite, elle a évolué, c'est devenu une animation avec un robot en 3D, justement le logo, j'avais le robot en 3D et je l'ai animé et c'est lui finalement qui a tiré l'attention sur le mot follow
et il le remettait en place, il repositionnait le mot, ce qui faisait qu'il y avait un petit côté ultra professionnel de la page qui faisait que les gens avaient envie de s'abonner. Pour tous ceux qui avaient oublié de le faire, à ce moment-là, ils s'abonnaient à ce moment-là, et c'était, je pense, une énorme plus-value. Je pense que ça a beaucoup aidé le compte à grandir. À un moment donné, j'ai essayé un truc qui a pas mal marché en termes de hashtag, parce que je pense qu'au bout d'un moment, j'avais un petit peu trop fait le tour de mes listes. À partir de 150 publications, j'ai dû changer un peu de stratégie. J'ai voulu avoir des hashtags beaucoup plus naturels. Alors ça, c'est une astuce aussi que j'ai trouvé que je vous encourage à tester. J'utilisais mes 5 hashtags comme prévu. Des fois, j'en utilisais 10 que j'aimais bien, donc 5 qui étaient peut-être plus à la mode, plus récents, qui pouvaient évoluer, mais là j'avais réduit le nombre de différences entre les listes. J'avais les 5 identiques, plus 5 qui étaient pseudo-identiques, mais qui changeaient un petit peu de temps en temps. Et puis le reste, je mettais beaucoup de texte en fait dans les publications, je copiais les descriptions des vidéos YouTube que j'utilisais pour le compte, et à ce moment-là, dedans, il y avait des hashtags magnifiques, surtout que c'était souvent des contenus anglophones. Alors, les 15 ou 18 hashtags qui me manquaient, je les prenais directement dans le texte et j'allais les mettre justement, j'allais les hashtaguer directement dans le texte de manière un petit peu comme ça, éparse. Et puis, j'ai eu des très bons résultats avec ça. Donc, franchement, ça m'a permis d'être beaucoup plus organique, beaucoup plus naturel dans la sélection des hashtags. Et c'est là que, justement, ça a donné un petit renouveau au compte et ça lui a permis de passer à la vitesse supérieure. Et c'est là que j'ai commencé à franchir en fait les 100 000 abonnés. Ça, je pense que c'était une très bonne stratégie, utiliser les textes, parce qu'il n'y a pas que le moteur Instagram qui trouvait mon compte, il y avait d'autres moteurs d'agences spécialisées qui servent en fait à mettre en connexion des gens qui possèdent des comptes Instagram et des agences qui veulent acheter par exemple du contenu, qui veulent trouver des influenceurs. Donc il faut savoir qu'il y a des moteurs de recherche qui sont indépendants, c'est des agences. Elles vont justement explorer entièrement Instagram et fournir justement des moyens de recherche qui sont beaucoup plus performants que tous les outils de recherche Instagram aux agences professionnelles qui vont pouvoir trouver des influenceurs, vous contacter et vous proposer des placements de produits, voilà, etc. Ça vaut la peine de mettre du texte parce que ces moteurs de recherche-là recherchent dans le texte et pas seulement dans les hashtags. Voilà, donc les hashtags c'est vraiment interne à Instagram, mais sinon le texte c'est très important, il faut en avoir relativement pas mal, mettre des bonnes descriptions un petit peu comme YouTube, ça c'est aussi un conseil que je donne. J'utilisais beaucoup d'emojis, j'avais une ribambelle d'emojis mais ça donnait un côté très sympathique. Il y avait une espèce de mariage entre le trauma de la publication et le côté sympathique du mec qui publiait, donc je pense que ça aidait un petit peu. Mettez des emojis, ça fait de la décoration, au moins ça fait ça. Ce que j'ai fait, j'ai remarqué ça récemment, mais ce que j'ai fait finalement sur Instagram, c'est exactement ce qui est en train de se produire avec TikTok et pourquoi ça rend ce réseau social complètement addictif, ultra addictif. Les posts que je faisais étaient un peu ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur TikTok, c'est-à-dire du contenu divertissant. Alors le mien faisait en plus peur, mais en plus il était hautement divertissant, mais en plus il y avait ce côté super émotionnel par-dessus, donc je pense que ça a beaucoup aidé. Mais il y avait la musique, et justement, je pense que c'est la dimension que TikTok a révolutionné dans les réseaux sociaux, puisque c'est essentiellement de la vidéo, c'est essentiellement 1 minute, je crois à 2 minutes max si je dis pas de bêtises, mais je suis pas un expert TikTok. Ce qui se passe comme phénomène sur cette plateforme-là, qui fait que des gens sont en train d'exploser là-bas dessus, c'est exactement ce qui s'est produit pour mon compte Instagram. C'est pas pour rien qu'ils utilisent cette manière de faire, de créer des contenus vidéo d'1 minute, facile à digérer, super rafraîchissant, super divertissant, et surtout avec une musique, ils ont résolu tous ces problèmes de musique qui, moi, en fait, m'ont un petit peu atomisé à la longue. Donc, ce qui s'est passé pour le compte, parce que voilà, il faut qu'on vienne un petit peu sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que j'ai été flagué ? C'est que j'ai utilisé donc des contenus, il fallait me voir un peu comme un agrégateur, donc j'ai jamais eu aucun problème avec aucune marque, surtout en dessous de 100 000 abonnés, parce que j'étais encore pas très facile à repérer, disons, par les grosses sociétés. Elles s'en foutaient un peu de ce que je faisais, je pense, au début. Donc au début, ça n'a pas été un vrai problème en termes légal, hein, si je veux le dire comme ça. Et j'ai jamais eu de problème après avec les marques. J'ai même des marques qui m'ont contacté, qui m'ont dit ça c'était vraiment un bon coup, j'avais vraiment apprécié. Une des marques qui m'avait remercié d'ailleurs, justement, parce que
je leur envoyais un trafic de malade. Faut imaginer, je faisais une publication, moi ça me coûtait à peu près 3 heures de travail. C'était des contenus que j'avais pas fabriqués moi-même, j'avais juste réorganisé. Je pushais ça sur ma page et certaines elles partaient virales. Je crois que mon record c'est plus d'1 million de vues en une seule journée. Après évidemment il y avait de la dégression, mais ça c'était des publications qui dépassaient les 2 millions de vues en général. Donc il y avait une courbe d'ascension fulgurante, puis après il y avait une stabilisation et puis une diminution des consultations. Justement, les boîtes étaient plutôt encourageantes. Elles me disaient écoute, ça t'intéresserait, on vient de tourner un spot pour un de nos robots. C'est un robot de livraison, je vais pas dire la marque, mais c'est un robot de livraison aux États-Unis. Ils allaient livrer en fait des repas et des objets, des lettres par le réseau des trottoirs. Ils avaient réussi à avoir l'autorisation pour ça. Et ils allaient livrer les gens avec de la nourriture, etc., directement chez eux, un espèce de Uber mais sans chauffeur qui utilise les trottoirs, donc c'était des espèces de petits buggy comme ça. Ils avaient tourné une vidéo et ils m'ont dit ça nous ferait vraiment plaisir, ce serait vraiment cool si tu publies le premier de la planète cette vidéo, nous on attend. Et puis moi je dis mais moi il n'y a pas de problème, faut m'envoyer les rushs tout de suite par Drive et puis moi je vous fais le montage, je publie tout à l'heure quoi. C'était vraiment, j'étais hyper enchanté. Donc ils l'ont fait, ils m'ont envoyé les rushs et j'ai publié, c'est une des premières publications de la planète sur cette vidéo là. Ça c'était plutôt la relation que j'avais avec les entreprises. J'ai été invité aussi à quelques petits congrès ici en Suisse, dans les écoles polytechniques et tout ça, parce que les gens trouvaient assez cool en fait finalement ce qui se passait avec ce compte. Voilà, j'étais un agrégateur, donc je pense que je servais à quelque chose, je servais à faire de la promotion pour les nouvelles technologies, je mettais de l'enthousiasme là-dedans. Et puis les contenus étaient richement mis en valeur par des super musiques. Voilà, je pense que ça c'était vraiment l'aspect positif. Les problèmes que j'ai eu, c'était avec des privés. Et ça, après j'ai discuté avec des concurrents, justement j'avais un concurrent qui avait lui, au moment où moi je me suis fait flaguer, lui s'était fait flaguer quelques mois d'avant. Il a fait un travail de titan pour récupérer son compte. C'est normal, ils étaient 4 à travailler pour cette page. Moi, j'étais tout seul. Il m'avait dit d'ailleurs, t'es un beau salaud parce que il y a 9 mois, on ne connaissait pas. Tu commences à zéro. Lui, il me disait que ça faisait, je sais plus, 3 ans, 4 ans qu'il développait sa page. Il avait atteint maigrement les 400 000 abonnés en 4 et quelques années. Et puis, moi, je débarque comme ça, comme un outsider, avec 0 abonnés. Et puis, j'étais en train de le rattraper. Et surtout quand il s'est fait flaguer, alors moi ça m'a fait peur, ça a été le premier effet qui se coule, je me suis dit mais merde, il se passe un truc, il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait c'est possible, tu peux te faire enlever la page. Donc je l'ai contacté, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé tout, parce qu'on était bons joueurs, on était des camarades et tout, on se donnait pas des astuces. Après quand moi je me suis fait définitivement flaguer, je lui ai donné toutes mes astuces, on a eu un long call et je lui ai dit voilà ce que je fais pour réussir, etc. Fais la même chose, tu verras ça va amplifier tes résultats. Donc lui avait 4 employés, ils se sont mis les 4 à envoyer des emails à tous ces mecs privés qui les avaient flagués et il m'a dit un truc incroyable et c'est ça qui fait vraiment cheleux avec Instagram, c'est qu'ils sont pas comme YouTube, ils ont pas résolu ces problèmes de droits d'auteur parce que c'est pas un réseau qui est monétisé encore avec des publicités. Enfin, en tout cas, les créateurs ne touchent pas de revenus de ça. Donc, en tout cas pas au moment où moi j'avais le compte, ni lui. Et donc le problème des droits d'auteur est un réel problème puisqu'en fait ils peuvent pas redistribuer la chaîne de rémunération directement aux créateurs de contenus originaux, ce qui résout très vite le problème sur YouTube. Il faut déjà aller loin pour se faire éteindre une chaîne YouTube. Nous on a tout essayé, on a créé des chaînes YouTube exprès pour tester. On n'a jamais eu de problème. On a des fois eu des flags mais qui ont disparu en quelques semaines. Les problèmes de droits d'auteur apparemment sur YouTube se résolvent assez vite, mais sur Instagram c'est une catastrophe et il suffit d'un seul privé qui a un élément de je ne sais quoi, d'un design qui apparaît dans une publication et tu te fais flaguer par cette personne alors que c'est même pas lui qui est propriétaire du contenu. Alors, ce qu'il m'a dit d'incroyable, il m'a dit j'ai fait une publication sur une certaine voiture électrique dont je vais taire la marque, mais dont vous saurez très bien de qui je parle. Il a fait une publication sur cette voiture qui faisait une performance sur un circuit. Il met une musique libre de droit, pseudo libre de droit, et là, tout d'un coup, il se fait flaguer. Alors lui, il essayait de résoudre les flags à mesure. Moi, ça tombait dans les spams, et en fait, du coup, j'étais pas au courant que j'étais flagué, et c'est ça un peu qui m'a sonné. Donc lui, résolvait ses flags à mesure, donc il a pris contact avec, et là, ce qu'il m'a dit, c'était incroyable. C'est pas le fabricant de la voiture électrique qui lui a posé problème. C'est pas non plus le mec de la musique où il n'était pas 100% sûr que la musique était libre de droit. C'est le propriétaire du circuit. Donc le propriétaire du circuit
la flaguer. Et donc, comment tu veux savoir? C'est pas possible, c'est-à-dire que tu dois envoyer... Donc, tu fais une publication sur Instagram, tu lances un compte d'agrégateur comme ça de contenu, tu fais un travail formidable pour les promouvoir, t'envoies des mails comme lui le fait avec ses quatre employés, t'envoies des mails pour être sûr qu'il va pas y avoir de problème, et tu te fais flaguer par le vendeur des pâquerettes du champ, du jardin. Donc, je veux dire, tu contrôles rien en fait sur ce réseau, et c'est très difficile de maintenir justement une sécurité sur les contenus, sauf si tu passes ton temps à filmer ta face et à dire n'importe quoi. Et à ce moment-là, apparemment, il y a des comptes qui arrivent à performer comme ça. Mais en tout cas, pour les fabricants de contenu d'agrégation, c'est très difficile à cause des droits d'auteur. C'est encore pas vraiment résolu ce problème-là, je trouve. Alors lui, il envoyait des mails pour être sûr. Moi, j'avais pas le temps parce que je publiais comme un animal. Ça me prenait tellement de temps à faire ça tout seul. Ce que je faisais, c'est que je mettais les crédits partout, mais sauf dans la vidéo, mais je mettais les crédits justement dans la description, j'insistais bien. D'ailleurs, comme c'était souvent des copies des contenus YouTube, c'était tout à fait clair. On voyait très bien le nom des institutions, le MIT par exemple, ou les universités en Suisse, qui sont d'ailleurs très à la pointe dans la robotique, dans la microtechnique. En plus, je les arrobasais et justement, il y avait normalement aucun quiproquo sur qui était le propriétaire du contenu. Donc je mettais vraiment en avant directement ça, quoi. J'ai aussi une petite anecdote, c'est qu'il y a un type qui avait fabriqué un petit robot jouet formidable. Il était incroyable ce petit robot. Et c'est une de mes meilleures publications, hein, elle a été virale très rapide. Les gens le trouvaient attachant ce robot, etc. Et il m'a envoyé un mail et il me dit: mon gars, t'es très sympa, mais t'aurais vraiment pu prévenir parce que j'ai été atomisé par les emails. Donc j'avais pas mis son email, mais il y avait son nom puisque je créditais. Les mecs l'ont recherché sur internet, c'est une publication qui a dû faire dans les 2 millions de vues comme ça. Et les mecs voulaient absolument lui acheter son robot, il était atomisé dans les emails, donc c'était vraiment hallucinant parce que à la fin je crois que finalement il vend ses petits robots, donc tout le monde est content. Moi c'était un peu mon but, hein, c'était de m'éclater avec ça, faire un peu de renommée. Éventuellement, par la suite, le niveau supérieur, c'était de signer des contrats avec des vraies marques pour aller faire des reportages avec eux. Donc, je voulais pas forcément qu'ils me payent pour faire des publications, mais je me disais, t'imagines la vie que c'est. Tu voyages dans le monde entier, tu vas chez Honda, chez Sony, tu vas filmer des robots, et puis ils te défraient pour ça, simplement ils te payent le billet, et puis ils te payent peut-être la production. Je voulais pas forcément être payé comme influenceur, etc. Juste faire des petits reportages en anglais, présenter des belles machines, et puis avoir des contrats de production avec des belles sociétés. C'était un peu l'objectif quelques mois par la suite quand j'ai vu que ça marchait. Évidemment au début c'était juste pour foutre une raclée à l'autre. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je pense que c'est un peu assommant, mais quand on veut passer beaucoup d'informations, je crois que j'ai dit quand même pas mal l'essentiel sur ce qui s'est produit, comme ça vous connaissez un peu l'histoire. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous saurez que j'ai fait ça aussi, donc je suis content parce que sinon c'est un truc qui est passé complètement à la trappe pour rien, donc je suis content de pouvoir faire un petit debunk de tout ce qui s'est passé. Ah oui, un petit truc. Quand on a une publication, alors moi j'essaie de préparer plusieurs publications, des fois c'était impossible, c'était un peu compliqué de les produire, j'avais des cernes, enfin bref. Donc l'idée c'est que si on peut produire quelques publications d'avance, l'avantage c'est que s'il y en a une qui part virale, c'est un peu comme un boulet de canon qui ouvre un tronçon d'autoroute, donc tu as toutes les bagnoles sur le bas-côté, et là qu'est-ce que tu fais? Tu plantes une deuxième publication avec un petit peu moins d'un jour d'intervalle juste derrière. Et là, elle va profiter de l'effet de traînée, hein. Elle va être catapultée avec l'autre. Et moi, j'ai eu des très bons résultats sur des publications, par exemple, où j'étais pas 100% sûr que ça allait marcher. Tout à coup, j'en balance une qui marche, ou celle-là, j'étais sûr qu'elle allait fonctionner. Je balance l'autre derrière, elle fonctionne les deux. Et après, on a une espèce de courant trend. Et c'est là qu'il faut pouvoir assumer au moins une vidéo tous les jours pour arriver à refoutre la pêche. Et c'est comme ça que ça m'est arrivé un jour d'être dans l'explore page d'un hashtag pendant quelques jours avec 4 vidéos, 5 vidéos. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir, c'est qu'une bonne publication peut entraîner la réussite de pas mal de publications, donc ça vaut la peine de les enchaîner comme ça. Un autre truc, ah oui aussi, je faisais un peu la fête, c'était quand je franchissais une étape, par exemple les 100 premiers abonnés, j'avais fait une petite animation pour poster dans les stories. Donc je travaillais énormément avec les stories pour pouvoir dire merci à la communauté, pour pouvoir mettre en valeur aussi des publications que je faisais, etc. Où je disais celle-là, en tout cas regardez-la, elle est incroyable. Ou typiquement je faisais un petit feedback, s'il y en a une qui avait vraiment tapé les millions, je la renvoyais à ma communauté une semaine après, je disais celle-là, elle a extrêmement bien fonctionné parce que voilà, pourquoi je pense qu'elle a bien fonctionné, etc. Donc je faisais des petites stories.
chaque step, donc évidemment, au début c'était toutes les centaines, après c'était plus possible, je devais faire tous les milliers parce que ça arrivait pratiquement tous les jours, donc j'arrivais pas à faire des remerciements de milliers de followers parce qu'en fait je pouvais simplement pas parce que c'était tous les jours, puis ça me demandait d'être créatif, donc je faisais des stories ou des publications, ça je me rappelle plus, c'était des stories pour fêter les milliers, puis après j'ai commencé à faire des stories pour fêter les dizaines de milliers parce que j'arrivais plus, c'était venu tous les jours aussi, quoi. Enfin tous les 2-3 jours, donc j'arrivais plus à être assez créatif pour faire les contenus, les publications, et trouver des nouvelles vidéos, parce que retrouver des nouveautés, même dans le tech, mais spécialisées dans les robots qui vont remplacer les hommes, franchement, pour sortir 300 vidéos, c'était quand même vachement difficile, quoi. Alors si en plus je devais remercier tous les jours les milliers d'abonnés qui arrivaient, et c'était très difficile. Le plus gros travail que j'ai fait, c'est répondre aux messages, au moins avec des petits cœurs, des petits emojis, ou alors des THX, thanks for comment, blabla, blabla. Et puis des fois, quand c'était intéressant, puis que j'avais des commentaires intéressants, là je prenais le temps de vraiment répondre. Instagram aime quand on interagit avec sa communauté, donc interagissez avec la communauté. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Là, franchement, j'ai vraiment pas préparé la vidéo, donc je vous ai un petit peu tout déballé. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi dans ces conditions de parlotte ultime. La vidéo est très longue et puis je vais souffrir à l'editing, je pense, parce que j'ai fait quand même quelques fautes. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à progresser sur les réseaux sociaux, parce qu'ils fonctionnent un peu tous de la même manière, hein, sauf qu'il y en a qui aiment mieux les vidéos, d'autres qui aiment mieux les photos. Je sais que Instagram revient un petit peu sur la photo. Je sais pas si TikTok va y aller. D'ailleurs, justement, c'est un peu le débat. En tout cas, ça marche. Cette logique-là, toute la logistique que j'ai énoncée, fonctionne avec la plupart des réseaux sociaux. Il faut avoir de la ténacité, il faut rester un petit peu dans la même thématique. Si on choisit le tech, si on choisit le sport, etc. Et puis, il faut donc vraiment être régulier et puis mettre de l'émotion dans les contenus. Je pense que c'est un petit peu les grands principes qu'il faut retenir pour cette vidéo. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop triste. Moi, je vais aller me reposer. Je vais aller voir David. C'est un petit clin d'œil parce qu'en fait, il s'appelle pas comme ça, mais c'est un petit truc que j'ai avec un abonné de David. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de réussir sur les réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous ne connaissez pas cette tête encore, abonnez-vous parce qu'il va y avoir des bons contenus. Je pense que vous n'allez pas être déçus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc pour être notifié, vous pouvez vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et puis si vous avez des amis qui essaient de performer sur les réseaux sociaux, vous pouvez leur partager la vidéo, tout simplement. Je pense que ça vaut quand même la peine de partager ce contenu-là. Moi, ça m'a coûté justement l'arrêt de mon compte. Si ça peut profiter à quelqu'un, et voilà. Après, effectivement, si vous êtes agrégateur de contenu, il faut résoudre les problèmes législatifs jusqu'à ce que Instagram les règle de par lui-même, un petit peu en amont. Donc, envoyez des mails, communiquez avec les marques. Si vous, justement, voulez remodeler leur contenu, etc., faites-le un petit peu en amont, parce que le crédit, ça suffit pas. Bien que, comme je l'ai dit dans cette vidéo, moi, j'ai eu des problèmes qu'avec des privés, et j'ai essayé de leur envoyer tous les emails possibles, des dizaines et des dizaines. J'ai pas voulu les harceler, mais ils ont jamais été d'accord d'enlever les flags sur les contenus à partir de 3 flags. Raus, le compte est pété. Les abonnés ne sont pas prévenus. Il n'y a aucun moyen de pouvoir les prévenir, de pouvoir communiquer avec eux. Donc c'est la coupure de courant du jour au lendemain. Donc faites quand même gaffe avec ça. Voilà, je vais pas aller plus loin. J'ai beaucoup parlé. Je vais aller me reposer, me promener, prendre un petit café et tout ça. À très bientôt. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding